Salut à tous et bienvenue dans Pick and Pop Culture, l'émission qui te parle de balles orange et de pop culture. Et pour ce premier épisode, je vais vous parler d'un film culte qui a marqué toute une génération de basketteurs. Mais pas que, je parle bien sûr de Space Jam. Un film que je porte particulièrement dans mon cœur, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi, avec les héros de mon enfance, et pas que de la mienne d'ailleurs, que ce soit Michael Jordan d'un côté ou Bugs Bunny et les Looney Tunes de l'autre. Mais allez, fin de l'échauffement, générique. Space Jam est un film américain réalisé par Joe Pytka, sorti le 15 novembre 1996 aux États-Unis et le 5 février 1997 en France. L'histoire se déroule à l'époque de la première retraite de Michael Jordan pendant qu'il joue au baseball aux Barons de Birmingham. Et au même moment, vous avez le patron d'un centre d'attraction intergalactique, tyrannique, tout ce que vous voulez, qui découvre les Looney Tunes et les trouve super drôles. Et il se dit, ça ferait une super attraction dans mon parc, du coup il veut les recruter. En utilisant la force, bien évidemment. Il envoie du coup 5 de ses acolytes, 5 petits aliens, mais quand je dis petits, c'est au sens littéral, ils font vraiment 20 cm de taille. Il les envoie du coup pour convaincre, ou pas, les Looney Tunes de les rejoindre pour devenir leur attraction. Évidemment, ces derniers refusent et pour se défendre, leur proposent un match de basketball. Et oui, vu qu'ils sont tout petits, c'est pratique. Et du coup, les 5 extraterrestres, pour combler leur manque de talent et de taille, décident de voler le talent de 5 joueurs de la NBA. Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson et Muggsy Bogues n'ont plus de talent. Il appartient désormais aux extraterrestres qui eux vont devenir pour tout le reste du film ce qu'on appellera les Monstars. En fait, les Monstars, si vous voulez, c'est un mélange entre le titan colossal, le titan cuirassé, mais en beaucoup plus con en fait. Et conscients de leur évidente défaite, les Looney Tunes vont kidnapper Michael Jordan. Oui. Ça se passe vraiment comme ça dans le film. Pour qu'ils les entraînent et jouent avec eux dans l'espoir qu'ils sauvent leur cul comme Steve Kerr en 97. Les vrais ont la ref. Voilà, c'est littéralement le pitch de base de Space Jam. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez déjà vu le film, donc je vais pas vous faire l'affront de vous raconter une nouvelle fois tout le film évidemment. Mais si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais si justement vous connaissez le film par cœur, est-ce que vous connaissez toute l'histoire derrière la création de ce film? Est-ce que vous savez par exemple que Space Jam, ça part d'une pub de Nike en 92? Une pub d'ailleurs diffusée pendant le Super Bowl et qui fera d'ailleurs un gros carton cette année. What'd you expect? Elmer Fudd? Nice shot. Nice shot. Alors oui, ça fait assez kitsch, mais ça avait de la gueule en 92. Et si vous vous dites que cette pub elle ressemble vraiment à Space Jam, c'est normal, c'est parce que le réalisateur de cette pub, c'est Joe Pytka, le même réalisateur que Space Jam. C'est pour ça qu'on y retrouve une grosse partie de l'ADN de Space Jam dans ses publicités. Pytka retrouvera encore Michael Jordan pour une autre série de pubs, notamment à la Air Jordan avec Larry Bird. Et une nouvelle pub, une nouvelle fois avec Michael Jordan, mais avec Bugs Bunny. Give me those Air Jordans. No, yes, no, yes, no, yes, no, no, yes, no, yes, no. Take these or else. Things seem bleak for our heroes. Wait, a giant pencil with an equally giant eraser. Puis, vers la fin de l'année 1994, Pytka entend parler d'un projet de film qui ressemble vachement à cette pub en fait, mais il n'a jamais été contacté pour y participer. Et le projet d'ailleurs, il vient de David Falk. Si vous connaissez pas David Falk, vous regarderez le générique du film, il est dans les producteurs exécutifs, c'est tout simplement l'agent de Michael Jordan qui est allé vendre l'idée à la Warner. Finalement, Pytka sera contacté en 95 et décidera d'accepter l'offre pour réaliser le film Space Jam. Mais bon, autant vous dire qu'il va galérer comme jamais le collègue. La Warner empêche le réalisateur d'avoir le contrôle total sur la partie créative de son film. Et pire encore, Spike Lee, qui est un ami de Pytka, lui propose de l'aider à polir le script, à arranger le scénario, etc. Mais la Warner refuse, parce qu'ils sont en bisbille avec Spike Lee. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on est passé à côté d'un Space Jam encore plus grand que ce qu'il était à l'époque. Avec la patte de Spike Lee quoi. Bon, après la légende veut que Spike Lee ait quand même mis son nez dans le film, même si officiellement la Warner l'a empêché. Du coup la première galère vient du scénario, après une réécriture du script qui permet au film de mieux s'ancrer dans la vie personnelle de Michael Jordan, notamment au moment de sa première retraite. Une deuxième galère survient et c'est la galère du casting. Parce qu'en effet, comme l'explique le réalisateur, personne ne veut participer au film en fait à l'époque. Nous avons vraiment beaucoup de mal à caster tous les personnages secondaires parce que les gens ne voulaient tout simplement pas être dans le film avec Jordan et Bugs Bunny. Je veux dire, ils allaient bosser avec un personnage animé, un athlète. Sérieusement, ils ne voulaient juste pas le faire. Et après de multiples refus, dont notamment celui de Michael J. Fox, celui qui joue dans Retour vers le futur, la Warner réussit à voir Wade Knight et surtout Bill Murray dans le casting. Murray qui à la base était pas du tout chaud pour tourner toutes les scènes sur fond vert,
mais qui au fur et à mesure du tournage se laissera tenter par l'expérience et ils lui réécriront des scènes pour qu'il apparaisse lors de scènes sur fond vert. Débute alors le tournage en 95 et si vous avez vu l'épisode 8 de The Last Dance, vous devez savoir à quel point le tournage était spécial, surtout pour Michael Jordan. En effet, Jordan n'a fait son retour NBA que depuis quelques mois et après une élimination au second tour par le Magic d'Orlando. Salut. Le meilleur joueur de tous les temps décide de charbonner comme Jaja. Il impose une seule condition à la Warner, celui d'avoir son propre terrain à côté des studios pour pouvoir s'entraîner quand il le souhaite. Et c'est là que naît El Famoso Jordan Dome, directement installé dans les studios de la Warner à côté du plateau de tournage. Et le programme est simple pour Michael Jordan. De 7h à 19h, Jordan tourne avec une pause de 2 heures au milieu pour faire de la muscu, puis de 19 à 22-23h, des collègues viennent taper des pick-up games avec lui. Bon, quand je dis des collègues, je parle juste de légendes NBA en fait. Dennis Rodman, Reggie Miller, Patrick Ewing, Charles Barkley, Magic Johnson et plein d'autres encore viendront jouer au ballon avec Jordan. Ce qui est parfait pour se remettre à niveau très rapidement et voir comment évoluent ses futurs adversaires. Le 30 septembre 95, le tournage est enfin terminé et s'en suivra un an de post-production suivi par 400 animateurs pour pouvoir créer entièrement le film. Et pendant ce temps-là, Michael Jordan va retrouver son niveau, va gagner le titre en 96 avec un record de victoire de 72-10 pour les Bulls, juste quelques mois avant la sortie du film en fait. Si ça c'est pas un move marketing de légende aussi. Si la réception du film est assez timide en termes de critique, le succès commercial, lui, est énorme. Rien que les ventes de produits dérivés vont rapporter plus d'1 milliard de dollars. C'est dingue. Au final, c'est une belle opération qui avait tout pour être foireuse sur le papier et même pendant les étapes du processus du tournage, mais qui au final s'est avérée gagnante. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché en fait? Et bien pour moi, ça se résume en 4 éléments. Uno, un Michael Jordan considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps, si ce n'est le plus grand sportif de tous les temps, en tout cas comme le meilleur basketteur déjà à l'époque. Ajoutez à ça son pic de popularité énorme, son prime et son comeback gagnant en 96, ben vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin pour la réussite du film. D'où est l'immense popularité des Looney Tunes à l'époque, que ce soit en VHS, en produits dérivés, en cadeaux dans les Happy Meal, ils étaient partout et même le dimanche soir sur Canal+ dans Sa Cartoon. Alors pour les plus jeunes, l'éternel Sa Cartoon, c'était ça. Extrait. Bonjour, c'est Sa Cartoon et je sais bien que vous ne me l'avez pas demandé, mais voici tout de suite les têtes d'affiche de Sa Cartoon cette semaine. Il y aura Woody Woodpecker, le pivert, il y aura Speedy Gonzales et il y aura des duos, Tom et Jerry et pour les fans, Bip Bip et le Coyote. Ah, SO Philippe Dana, très. Une bande originale avec la crème des années 90, Seal, Coolio, Method Man, Busta Rhymes, LL Cool J, Barry White et surtout... Et je sais que vous l'attendiez tous, cet incroyable chef-d'œuvre, ce magnifique morceau de R. Kelly, I Believe I Can Fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. C'est dans mon top 10 music all time à tout jamais. Quattro, un casting NBA réussi qui permet aux fans de tout âge de s'identifier et qui apporte malgré tout, et qu'on le veuille ou non, du crédit au film. Dans le film, on retrouve Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues, Sean Bradley, Del Harris, Vlad Divac, Cedric Ceballos, Paul Westphal, Danny Ainge, Alonzo Mourning, AC Green, Charles Oakley, Derek Harper, Jeff Malone, Anthony Miller, Horace Grant, Steve Kerr, Luke Longley, Brian Shaw, Bill Wellington et Scottie Pippen. J'ai trop vu pour ces conneries. Avouons que même si certains joueurs n'y apparaissent que subtilement, ça reste un casting NBA assez fourni. Et faudra attendre genre quoi? Magic Basket pour revoir un casting NBA aussi fourni? Après pour ce qui est du film, pour l'avoir revu il y a très peu de temps sur Netflix, ce qui faisait la force du film, c'est-à-dire ses effets spéciaux, ils ont pris un petit coup quand même. Mais comme tous les films avec les effets spéciaux des années 90. Après les blagues et les gags aussi, ça a moins d'impact aussi à l'heure actuelle je trouve. Mais il y a toujours ce côté nostalgie qui fait que je décroche pas pour autant quand je regarde le film. Pour l'anecdote, Space Jam c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais 4 ans, j'étais avec mon papa et je m'en souviens comme si c'était hier et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Le film aurait une influence de malade sur la pop culture et même sur les jeunes d'une manière générale. Moi, ça m'a grave donné envie de jouer au basket en club et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, par exemple. Les Jordan du film, les Air Jordan 11 édition Space Jam, sont devenus méga cultes et font un carton à chaque fois que la Warner les ressort. Des cartons. Wouh! Putain, quel panard! Même les maillots Toon Squad, tu peux les trouver encore en vente sur internet, sur eBay, etc. Et quand tu croises un gars sur le playground avec ses maillots, vous êtes obligé de vous regarder un peu discrètement et vous dire dans vos têtes: ouais, mec, je sais que tu sais que je sais que tu sais que je connais. Et même jusqu'à très récemment, des collaborations entre Jordan Brand et la Warner ont été sorties. Il y avait une pub par exemple avec Blake Griffin et le Martien. Who's your weapon? Dunk contest? Get your piping hot super fly balls with light speed. What you gonna do, Doc? I'm gonna dunk from the foul line. Didn't MJ already do that? The other foul line.
ou encore Blake Griffin qui affronte le retour des Monstars. Some of these, a lot of these. Oh, and one of these. Blake Griffin? What'd you expect? Elmer Fudd? That joke again. Oh, like you don't say what's up, Doc, every day? Et aujourd'hui, en cette année merdique de 2021, la bande-annonce de Space Jam 2 est sortie avec LeBron James dans le premier rôle. Le film est prévu pour le 14 juillet 2021 avec des apparitions de Damian Lillard ou Klay Thompson notamment. Et j'ai l'impression que la Warner va tout simplement pousser le délire encore plus loin, va exploiter à fond son lore, son univers cinématographique, avec par exemple des clins d'œil à Game of Thrones, au Pierre à Feu, à même Matrix par exemple. Mais surtout, va utiliser le fanservice au taquet, ce qui faisait aussi la force de Space Jam premier du nom. Reste à voir si la suite avec LeBron James sera aussi fructueuse et importante dans la pop culture que Space Jam premier du nom. Mais en tout cas, j'espère que les salles de ciné seront ouvertes en juillet pour aller mater Space Jam 2 au cinéma, parce que ça va être un sacré délire d'aller mater Space Jam 2 25 ans presque après le premier. Ouh, le temps passe vite. Voilà, c'était le premier épisode de Peek and Pop Culture. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et mettre la cloche si ça vous a plu. Ou si vous avez kiffé Space Jam tout simplement. Ou si vous kiffez Michael Jordan. Ou n'importe quel autre joueur que j'ai cité dans ces vidéos. Hein, par exemple, s'il vous plaît. En attendant, portez-vous bien, sortez couverts, sortez masqués. À la prochaine l'équipe. Ciao ciao.